Le festival du film fantastique à Avoriaz est ouvert. Au festival d'Avoriaz, festival qui doit ce soir proclamer son palmarès. Avec Cannes, Avoriaz, oui, moi je vais le prononcer Avoriaz comme ses présentateurs de JT télévisés parce que bon j'ai toujours entendu comme ça et en plus je préfère, ça fait plus science-fiction. Bon bref, avec Cannes, disais-je, le festival international du film fantastique d'Avoriaz est le deuxième rendez-vous cinéma le plus connu et médiatisé en France. Les gens, quand vous dites quel festival vous connaissez, 55% citaient Avoriaz. Et le premier, bien sûr, c'est Cannes, qui avait à l'époque 83%. Mais Cannes va fêter son 40e anniversaire et nous, on fête le 15. Eh oui, une ascension fulgurante. Et attention, pas que dans l'Hexagone, dans le monde entier. Car au fait de sa gloire, dans les années 70 et les années 80, c'est le festival du film fantastique le plus connu du globe. Et regardez un peu la collection de chefs-d'œuvre qui sont passés par là. Duel donc en 1973 et l'année suivante, Soleil Vert. Et encore après, Massacre à la tronçonneuse. Et on enchaîne avec Phantom of Paradise, Elephant Man, Mad Max 2, Terminator, Dark Crystal, Les Griffes de la Nuit, La Mouche, Robocop. Franchement, la liste de films devenus cultes est dingue. Et que dire du nombre de réalisateurs que le festival a contribué à révéler, en tout cas aux yeux du public français. John Carpenter, David Lynch, James Cameron, Wes Craven, Catherine Bigelow, Paul Verhoeven. Avoriaz, c'était donc un véritable tremplin pour le cinéma de genre. La simple évocation de son nom suffisait à faire rêver et était devenu quasiment un label de qualité. Il y avait, comme on dit, les films Made in Avoriaz. Les films exhibés fièrement Avoriaz en gros sur leur affiche. Car oui, ça faisait vendre. Une renommée internationale qui fait venir les plus grandes stars de l'époque, que ce soit des réalisateurs, des acteurs, des écrivains, des chanteurs, tous viennent frissonner et trembler de froid dans cette petite station de ski de Haute-Savoie perchée à 1800 mètres d'altitude. Alors moi à l'époque, j'habitais un peu plus loin dans la vallée. Et comme j'étais fan de films de genre, eh bien c'était dingue de me dire que la grande messe du fantastique, de la science-fiction et de l'horreur, tout ce qui me passionnait, avec des gens qui venaient de partout dans le monde, s'est déroulé là, juste à côté de chez moi. Quand il parlait d'Avoriaz à la télé, là, c'était horrible. Je voulais tellement y aller et je pouvais pas. Ouais, c'était terriblement frustrant. Bon, en même temps, au début des années 80, j'avais pas du tout l'âge pour y aller. Ça me faisait pleurer. Mais par contre, ce qui était hyper jouissif, tous ces films que je découvrais seulement dans les magazines spécialisés, Starfix, Mad Movies, Écran Fantastique, on en parlait à la télé. Il y avait Temps X quand même. Oui, ok, il y avait Temps X. Mais là, ça n'avait rien à voir. Pendant une semaine, on en parlait sur toutes les chaînes. TF1, Antenne 2, FR3, et puis pas à minuit, à heure de grande écoute. Festival du film fantastique d'Avoria qui a commencé aujourd'hui par la projection de Robocop, favori cette année. Oui, le festival était au JT de 13h, de 20h, et sur place, il y avait du monde. 8 chaînes de télé, une quinzaine de radios, une centaine d'organes de presse, locales, nationales, étrangères. On peut dire que la petite station de Haute-Savoie a été saturée. Parce qu'il faut quand même réaliser que c'est pas une ville, c'est une station d'altitude. Alors en termes d'infrastructure, c'était limité. Pour les directs, les reportages, les émissions débat, les télés se partageaient les quelques halls d'hôtel, les quelques restos, et après, c'était dehors, à la terrasse d'un café, sous le soleil avec un peu de chance, ou sinon, dans le froid et la neige. Jean-Pierre Cassel, le film fantastique en tant qu'acteur, est-ce que ça vous tente? Ça ne m'intéresserait que dans la mesure où les personnages que j'aurais interprétés resteraient dans la réalité. Enfin, c'est le film qui doit être fantastique et les personnages doivent garder une vérité. Le costume pesait 20 kilos, il était extrêmement lourd, il fallait plus d'1 heure pour l'enfiler. Mais la difficulté majeure, c'était de donner à cette carapace une allure humaine. C'est pour ça qu'on aimait ce festival. Il y avait ce côté foutraque où on sentait que tout se faisait à l'arrache avec les moyens du bord. Ah non, alors c'est pas possible. Ah ça va revenir, ça y est, je les aperçois. À vous Avoria, là, on a eu une rupture de faisceau, mais ça marche à nouveau. C'était complètement décomplexé, rafraîchissant, bon enfant, ça se prenait pas au sérieux. Il doit y avoir un phénomène d'altitude qui fait que les gens sont plus gentils. Et moi je parle mieux avec les gens de la profession à Avoria qu'à Cannes. Regarde celui qui jouait dans La Mouche par exemple, toute sa métamorphose, il y a un vrai travail de composition et c'est très très intéressant. Moi. On en parlait, on donnait son avis, on débattait, on disait que c'était de la merde ou un chef-d'œuvre, on était d'accord ou pas d'accord, peu importe, on s'en fout. Le truc c'est que tout d'un coup ça occupait l'espace médiatique et ça c'était quand même vachement bien. Quelle sorte de fantastique préférez-vous? C'est le film réaliste ou le fantastique est seulement la part d'imaginaire? I think that they're a very worthwhile and exciting kind of film because
J'ai appris une chose, c'est que les gens aiment le fantastique, la science-fiction et la peur bien assis dans un fauteuil. Vous savez. Dans le passé ou dans l'avenir, il y a toujours une part de nous-mêmes qui est agressive. Et quand l'agressivité s'oriente vers la destruction, il y a forcément violence. Ah ben ça c'est le téléphérique qu'on prenait pour y aller. Et pour présider le jury, on avait des sacrées pointures, hein. Roman Polanski, William Friedkin, Spielberg et d'autres personnalités qui n'avaient pas forcément un lien avec ce genre de cinéma. Sidney Pollack, Sidney Lumet, Michael Cimino, Jeanne Moreau, Antonioni, René Clément. Et parmi les membres du jury, c'est hyper éclectique. d'Agnès Varda à Jacques Tati, de Romain Gary à Françoise Sagan, Serge Gainsbourg, Léo Ferré, Charles Aznavour. Bref, vous avez compris, des jurys très people, très showbiz, et c'est grâce à ça que le festival a été très médiatisé. Alors pour comprendre le succès du festival, il faut aussi contextualiser, parce que là, pour le cinéma de genre, on est à une époque charnière. Il faut bien réaliser qu'après les succès des films comme La planète des singes, 2001 l'Odyssée de l'espace, et plus tard L'Exorciste, Rosemary's Baby, La guerre des étoiles, Alien, le cinéma fantastique de science-fiction et d'horreur connaît dans les années 70-80 ses heures de gloire. Il vit un renouveau qui le propulse au devant de la scène, bien au-delà de la simple série B. Il est pris au sérieux et cartonne au box-office. Et Avoriaz a accompagné cette mutation. Je crois qu'Avoriaz a joué son rôle en révélant, vous l'avez dit tout à l'heure, des gens comme Spielberg ou Brian De Palma, et peut-être même des gens comme John Carpenter qui est là pour un nouveau film. Il avait fait l'année dernière Halloween, cette année il présente Fog. Alors celui qu'on entend parler à chaque fois et qui répond là aux questions de Igor ou Grishka Bogdanov, c'est Lionel Chouchan. C'est lui qui a eu l'idée de faire ce festival dans cette station perchée à 1800 mètres d'altitude. J'y suis venu donc pour la première fois, ça devait être en 72, fin 72, et j'ai été complètement fasciné par le côté futuriste et science-fiction. D'où l'idée, un peu comme ça, style Paris qu'on fait le soir après avoir bu, pourquoi on ne ferait pas un festival de cinéma fantastique, parce que la station est fantastique, qui cause le côté futuriste. Banco a dit Gérard Brémond, pourquoi pas, essayons, et donc 4 mois plus tard, en février 73, je crois que c'était la première fois, on a commencé le festival. Alors ce festival, j'en ai rêvé pendant des années, et finalement, j'ai pu m'y rendre. Là, je vous raconte pas comme c'était la fête. Hein. Et je peux vous dire que c'était magique. Vraiment, une ambiance unique, comme dans un rêve. Alors il faut bien imaginer qu'on est là, perché dans les montagnes, que cette station a été conçue pour être véritablement coupée du monde. On n'y accède que par téléphérique. Oui, coupée du monde, quasiment dans un autre espace-temps, c'est bien le mot. Et cette station d'hiver, avec son architecture futuriste, c'est l'ancien champion de ski Jean Vuarnet et Gérard Brémond, jeune promoteur immobilier, futur patron de Pierre et Vacances, et qui présidera le festival pendant toute son existence, qui l'avait imaginé. L'implantation d'Avoriaz, à savoir la station sans voiture. Donc il n'y avait pas de voiture. Et tout le monde se déplaçait à pied, à découvert si je puis dire. Et les stars, les gens connus, tu les croisais au resto en train de bouffer une raclette ou une fondue. Ce qui était magique, c'est que l'écrin des stars s'évaporait complètement. Je me souviens d'avoir croisé Sting, Wes Craven, Michael Cimino, Malcolm McDowell, Jodorowsky, Terence Stamp. Ils étaient tous avec leurs doudounes et leurs moon boots. Tout le monde était logé à la même enseigne. On marchait sous la neige ou on essayait d'esquiver les plaques de verglas. Et ça crée vraiment une ambiance particulière. Hey, j'ai encore ma carte. Ah oui, j'avais l'accréditation, le pass magique pour aller partout gratos en VIP. J'avais cette chance-là. Et avec ça, je pouvais aller voir tous les films. C'était l'extase, le bonheur. Je bouffais des films toute la journée. J'étais pas là pour faire du ski, ça c'est sûr. Ça commençait à 8h du matin jusqu'à minuit, 1h du mat. Ça faisait 6, 7, 8, 9 films. Bref, j'arrêtais pas. Alors t'avais les films en compétition, les films en hors compétition, et puis les rétrospectives. Je me souviens d'ailleurs d'avoir vu Phantom of the Paradise dans une rétrospective Brian De Palma. Et je me rappelle très bien parce que j'étais assis à côté d'un joyeux luron, Jean-Pierre Dionnet. Avec lui, on avait passé une soirée à bien rigoler. Alors pendant toute la durée du festival, on logeait dans un appartement qu'on avait loué pour l'occasion. On était 4, 5 ou 6, je sais plus, bon, on était assez entassés. Mais ce qui était super, c'est qu'on descendait, on traversait et on avait le bureau de festival. Et c'est là qu'on pouvait récolter le catalogue. 1989, 1990, 1991 et les autres...
perdu. Puis tous les documents liés au film. J'ai pris des photos aussi, moi. Bref, le festival d'Avoria, c'était une espèce de microcosme avec l'impression de s'être arrêté quelque part hors du temps, hors de la réalité. Je me souviens de ces séances où on sortait de la salle, dehors il faisait nuit, il y avait une tempête de neige, on courait se réfugier dans un resto ou on allait filer dans une autre séance. Tous les films étaient baignés dans cette atmosphère vraiment magique et étrange. On sortait, on avait l'impression de se retrouver dans une scène de Shining, de The Thing. Donc oui, des impressions très fortes et des séances spéciales. Vous imaginez que là, j'en ai eu plein, quoi. C'est là où j'ai découvert The Live de John Carpenter. Look! Look at them, they're everywhere! Maybe they can see Alley 5th and Spring. Now hold on. You ain't the first son of a bitch to wake up out of their dream. L'échelle de Jacob d'Adriel Lannes. Ah, ça. Faux semblant de David Cronenberg. Well said, Beverly. Puis des films moins connus, que je vous conseille d'ailleurs, Miracle Mile. Alors malheureusement ici on va pas trop parler des films, mais promis, je vous programme très prochainement une vidéo où vous découvrirez la liste complète des grands prix, accompagnée de ma petite sélection personnelle, étalée donc sur les 21 éditions de ce mythique festival. Et oui, malheureusement, en 1993, à la surprise générale, il tire sa révérence. Alors pourquoi? Eh bien la cause invoquée par Gérard Brémond, baisse de la qualité des films. Bon alors c'est vrai que l'âge d'or du cinéma fantastique, de science-fiction et d'horreur était révolu, mais bon, il aurait pu le maintenir. Mais si vous voulez mon avis, je pense qu'il avait largement rempli ses objectifs de base, c'est-à-dire faire la promotion de sa station de ski, et qu'il n'avait plus du tout envie de s'embarrasser avec l'organisation de ce festival. Bon, ça encore une fois, ça reste mon avis. Dans tous les cas, bon, c'est dommage. Et le truc, c'est que j'ai fait d'autres festivals, et franchement, j'ai jamais retrouvé ces sensations que j'avais eues pendant ce festival. Il y avait vraiment quelque chose d'unique avec ce festival d'Avoria. We gotta stop the movie! He's right, yes! It's the movie! Stop the movie! Hey, George, you believe that shit? What are you waiting for? Stop the movie! Alors, c'est au tour de Melvin Z, graphiste et auteur du livre Mad Max et Ultraviolence dans le cinéma, de faire son récit de sa séance très spéciale. Avant de l'aborder, pendant le live, il nous avait raconté que Les Dents de la Mer, ça l'avait marqué également, et que ça lui avait inspiré une passion. En une minute, dire l'impact que le film il a eu sur moi. Le lendemain matin, j'ai pris le dictionnaire de mes parents et j'ai recopié la définition du mot requin sur une feuille de papier. Et dans les années qui ont suivi, toute mon adolescence, j'ai essayé de collectionner le plus de choses que je trouvais sur les requins, des bouquins, les trucs du commandant Cousteau, etc. J'ai fini par faire des études scientifiques, un début d'études scientifiques, parce que je voulais faire de l'ichtyologie spécialisée en poissons cartilagineux. Ça a été ma première grande passion provoquée par un film, à cause de cette vision des Dents de la Mer. Un mardi soir sur FR3, une terreur. Genre, j'étais à fond dans le truc. J'ai fait des cauchemars toute la nuit, mais le lendemain, je me disais, mais quel film. Alors, c'est parti, embarquons pour sa séance très spéciale. Il a 14 ans, et cette séance, justement, il n'était pas très chaud pour y aller. C'est un soir de semaine, mon père me dit qu'il m'emmène au cinéma. Ma mère et ma sœur étaient absentes, je sais absolument pas pourquoi, mais je me retrouve seul avec mon daron. Et le film qu'il me propose, clairement, c'est absolument pas ce qu'un enfant de 14 ans, tel que je l'étais,
avait envie d'aller voir. Alors le film en question est un film d'époque, sorti au cinéma depuis déjà une bonne dizaine d'années. Un film en costume qui se passe au XVIIIe siècle, c'était synonyme de trucs chiants comme la mort. Et j'avais vu quelques photos et j'étais vraiment pas convaincu. Je me souviens de mon père qui m'a dit si on va aller voir ça, c'était pas ouvert à négociation. Hein. Et en plus, le film fait plus de 3 heures. La torture risque d'être longue. Mais bon, il n'a pas le choix, il faut suivre papa. Alors il se retrouve plus tard, assis dans la salle. Les lumières s'éteignent, le film commence et 1h30 après, pendant l'entracte, premières impressions. Je suis sorti de la salle 2 minutes avec mon père, j'arrivais pas à parler. J'étais subjugué. Et quand je suis sorti de la séance à la fin du film, j'étais littéralement bouleversé. Eh ben, merci papa. À tel point que le lendemain, je suis allé à Paris pour la première fois tout seul de ma vie. J'ai pris le train, le métro pour aller dans une Fnac et choper un bouquin consacré au réalisateur du film que je venais voir. Et c'est probablement là qu'est parti mon intérêt pour l'analyse de films et aussi pour ce réalisateur, parce que j'ai rapidement compris que ce réalisateur non seulement avait réalisé le film que je venais de voir et qui m'avait totalement bouleversé, mais aussi avait réalisé mon film préféré et réalisé 2 autres films que je fantasmais énormément, mais que dans les années 80, je pouvais pas voir. Il y en a un qui était retiré de l'affiche et puis un autre qui passait pas. Hein. Et la question c'est, qu'est-ce qui lui a bien plu dans ce film? L'histoire m'a captivé. Ça c'est clair, mais au-delà de l'histoire, c'est vraiment la façon de la raconter et la puissance visuelle du truc. Hein. Ça, j'ai vraiment été terrassé par la réalisation du film. Les cadres, essentiellement, parce qu'il y a beaucoup de cadres assez contemplatifs, je pourrais dire, et puis la musique. Allez, pour donner un indice, une scène parmi d'autres qui l'ont marqué. C'est un gros plan sur le visage d'un enfant qui est malade et qui tient la main de ses parents de chaque côté. Et ce plan-là, non seulement je me souviens du plan, je me souviens de le voir, mais je me souviens vraiment de ma réaction, de ma stupéfaction quand j'ai vu ça. De me dire, mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et c'était, mais quelle séance. Quel est donc ce film qui a époustouflé, subjugué, envoûté Melvin? Réponse dans l'épisode prochain. Je viens de réaliser un truc là, après la maman pour les dents de la mer. Et ben cette fois-ci, c'est un papa qui emmène son môme au cinoche. C'est marrant ça. Ouais, les parents ils sont chiants, mais des fois ils sont sympas. Oui, et si c'était plutôt cocasse d'avoir une maman qui emmène son fils pour aller voir un film comme Les Dents de la Mer, là, quand vous saurez de quel film il s'agit, de la part d'un papa, c'est également assez inattendu. En attendant, likez, partagez, commentez. Dites-nous par exemple si vous avez connu le festival d'Avoria. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, un lien Tipeee est à votre disposition. Et n'oubliez pas, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Les meilleurs films, c'est ton cœur qui te le dit. Alors une fois de plus, un film s'est glissé dans cette vidéo. Encore un film qui se passe dans un cinéma, évidemment. Vous connaissez la musique, le premier à découvrir le film apparaîtra au générique du prochain épisode.